Bonjour à tous, avec A à Z Film, on vous propose aujourd'hui un nouveau format de vidéo puisque j'ai eu le plaisir de rencontrer Sixtine Moulet-Berthaud. Sixtine, c'est la cofondatrice du média Le Crayon qu'elle a créé sur YouTube il y a quelques années et qui totalise aujourd'hui près de 54 000 abonnés. Avec Sixtine, on a parlé de plein de choses différentes. Les prérequis techniques nécessaires avant de se lancer sur YouTube, la nécessité d'y produire du contenu régulièrement et l'importance d'être présent sur d'autres réseaux sociaux pour maximiser sa visibilité. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite un très bon visionnage. Merci déjà d'avoir accepté mon invitation. Tu es notre première invitée dans le cadre de ce podcast vidéo, histoire de te mettre la pression directement. Est-ce que donc voilà, on est ensemble pour 30-40 minutes pour échanger autour de ton parcours. L'idée, c'est de pouvoir apporter le maximum de valeur aux gens qui vont pouvoir écouter ce podcast. Tu es une entrepreneuse pour qui la vidéo a une place assez importante dans ton activité. Donc on va échanger de tout ça ensemble. Mais avant toute chose, est-ce que je peux te demander de te présenter de la façon dont tu le souhaites? Donc, je m'appelle Sixtine, j'ai 20 ans, je suis entrepreneuse depuis, on va dire, 2 ans, même si j'étais aussi étudiante en même temps. Maintenant, je suis complètement entrepreneuse à plein temps, on va dire, et également un petit peu journaliste sur le média Le Crayon que j'ai fondé avec mon frère et 2 autres associés. Alors du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le crayon? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, Le Crayon, c'est un média de débat audiovisuel, donc qui se passe complètement sur tous les réseaux sociaux et principalement sur YouTube, là où on publie tous nos débats. L'objectif, c'est vraiment de recevoir tout le monde, en fait, tout simplement. On reçoit toutes les idées, on veut en fait que les idées puissent être confrontées chez nous en faisant débattre des gens qui n'auraient pas forcément accepté de débattre ensemble sur des plateaux télé ou de manière générale et faire vraiment des débats de fond, c'est-à-dire que tu regardes le débat maintenant ou dans 6 mois, la question se pose toujours et c'est toujours un grand intérêt de débattre dessus, comme par exemple le véganisme, le féminisme, tu as des sujets qui, en fait, la question ne sera pas vraiment résolue tout de suite et il y aura toujours des gens pour ou contre, et vraiment d'aller au fond de ces sujets-là. Et en fait, on voit vraiment ça un peu comme un terrain de boxe, c'est-à-dire que on fait débattre des 2 personnes sur un ring et à la fin, en fait, ils sortent de ce débat, ils ont beau avoir cette criée dessus, se détester au moment du débat, mais en fait, à la fin, ils partent, ils sont limite comme une accolade, comme à la fin d'un ring. Et c'est ça qu'on adore, en fait, c'est qu'à chaque fois, les gens s'entendent toujours bien et se rendent compte qu'ils ne sont pas forcément si différents que ça. Et c'est pas parce qu'ils ont des idées opposées qu'ils peuvent en fait ne pas bien s'entendre dans la société. Et donc c'est génial en fait à chaque fois de voir à la fin en fait ce regard entre eux de ah ben en fait on pourrait bien s'entendre même si on n'est pas d'accord. Et c'est ça qui est génial en fait au final. C'est vraiment l'idée de réunir les gens. Et on s'adresse principalement aux 18-34 ans. Voilà. D'accord. Et du coup, donc c'est cette volonté de réunir les gens, comme tu viens de dire, à la base. Enfin, comment est venue l'idée de créer ce média? On peut parler de média, oui. Ouais, c'est un média. Ah oui, bien sûr, c'est complètement un média. L'idée, elle est venue quand j'étais en terminale en Suisse, au lycée français de Lausanne, parce que j'adore la politique et que les seules personnes à l'époque avec qui je pouvais en parler étaient mes professeurs. Et je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir en parler avec mes amis. Donc, je me suis dit, il faut créer un média qui parle aux jeunes. Et j'en ai parlé à mon frère Valran, qui lui est un passionné de débat. Donc, en fait, on a un peu mélangé nos 2 idées. Puis Antonin et Jules sont arrivés. Puis on a développé tout ça depuis 2 ans et demi maintenant. Donc voilà, c'est avec un peu de jus de cerveau de personne, on va dire. Donc du coup, YouTube, enfin, ça a été YouTube votre la première plateforme sur laquelle vous vous êtes installé? Non, d'abord, on était, il y a très très longtemps, au tout début, on écrivait plutôt des articles écrits sur une application que Valran avait codée, alors qu'il ne savait pas du tout coder d'ailleurs, donc il avait appris à coder. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça ne sert à rien de faire de l'écrit aujourd'hui. Enfin, personne ne te lit. Aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone, tout le monde regarde des vidéos. Même pour apprendre des choses, tu apprends via des vidéos et plus vraiment à travers des textes. Donc, en fait, on a vite changé. On est vite allé sur YouTube, en fait. D'accord. Et pourquoi, à ton avis, pourquoi aujourd'hui, enfin, tu dis que la vidéo, maintenant tout se passe en vidéo, enfin, ou au moins en digital, j'imagine. Pourquoi, d'après toi, enfin, c'est quoi, selon toi, ta vision de la vidéo et de ses atouts, en fait, au final, pour communiquer? On est une génération, on passe notre temps sur notre téléphone, notre temps sur des écrans.
On lit beaucoup moins. Moi, personnellement, je lis quasiment pas. Et si je lis des choses, c'est sur mon téléphone. Donc, en fait, on s'est rendu compte que c'était quand même beaucoup plus utile de faire des vidéos, alors, sachant que tout le monde regarde toujours des vidéos, qu'importe la vidéo. Tout le monde est tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc, on s'était dit que c'était quand même plus utile d'être présent là-dessus. Et puis, plus facile aussi, parce que faire des débats écrits, ça prend quand même beaucoup plus de temps. Euh, donc, euh, donc voilà, après, il y en a qui continuent peut-être encore à faire un peu d'écrit, mais il y a quand même de moins en moins aujourd'hui avec tout ce qui se crée, toutes les plateformes. Le monde se digitalise tellement plus aujourd'hui et ça va en empirer avec le Web3 qui arrive, etc. Donc, Ouais, vaste sujet. Ouais. Et du coup, quand vous décidez, donc si j'ai bien suivi, il y a 2 ans et demi, de lancer ça sur YouTube, ouais. il y avait quelqu'un parmi vous, parmi les fondateurs, qui avait des prérequis en matière de vidéo ou c'est la démerde? Ah, c'était vraiment la démerde. Enfin, on a tous les quatre fait des parcours totalement différents et rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Valran, il a fait la Sorbonne en éco, mais après, lui, c'est plus un entrepreneur. Depuis 17 ans, il fait de l'entrepreneuriat, donc en soi, c'était plus un entrepreneur, mais pas du tout vidéo. Jules, il a fait Sciences Po, donc rien à voir. Antonin, il a fait Paris-Saclay en maths, donc encore plus rien à voir. Et moi, c'est après que, du coup, quand je me suis lancée dans mes études, j'ai fait plus de la communication marketing digital, donc ça se reproche un petit peu plus, mais on t'apprend pas vraiment à faire de la vidéo. Donc, on a tout appris sur le tas. Enfin, au début, on se trouvait à monter des vidéos à 3 heures du matin qui faisaient 300 vues. Donc, tu vois, t'imagines la frustration que c'était. Donc, au début, c'est vraiment, ouais, on s'est battu comme des chiens pour apprendre avec des vidéos dégueulasses, des plans. On savait même pas comment cadrer. Enfin, quand tu regardes notre premier ring, qui est d'ailleurs celui qui a le mieux marché, moi, tu me vois derrière avec une caméra, tu vois une lumière à droite, tu vois Antonin dans l'autre plan qui est derrière avec une autre caméra. Enfin, ça n'avait aucun sens parce qu'on s'y connaissait pas du tout. Donc, alors quand tu regardes aujourd'hui nos dernières vidéos, enfin, tu vois qu'il y a un vrai step, une vraie différence, quoi, tu vois. Donc, ouais, on a tout appris sur le tas. Et ça vous a pas effrayé, du coup, au début? Non, ça nous a parfois découragés parce qu'on voyait qu'on travaillait comme des malades pour un résultat qui n'était pas forcément là, parce que forcément, ça prend du temps. Après, en fait, on a une croissance énorme, même si nous, on veut toujours aller plus vite, donc on a l'impression que on pourrait aller beaucoup plus vite, mais en fait, quand on a des retours des statistiques sur YouTube ou qu'importe, on se rend compte qu'on a une croissance énorme. Mais on a toujours cette niaque du début de vouloir travailler énormément avec cette habitude de ne pas avoir eu forcément beaucoup de résultats tout de suite. Donc aujourd'hui, dès qu'on en a, on en veut encore plus et ainsi de suite. Donc en fait, on a toujours cette niaque est toujours là en fait. Et du coup, c'est quoi enfin après, enfin vous restez une équipe jeune, une jeune structure, etc. Mais c'est quoi j'allais dire ton retour d'expérience par rapport à ça, avoir débarqué sur YouTube sans avoir de prérequis techniques. Là, tu aurais quelqu'un en face de toi qui voudrait faire pareil, lancer sa chaîne YouTube. Tu lui donnerais quoi comme conseil? Peut-être des erreurs que vous avez commis ou je sais pas. Je pense que je lui dirais de regarder d'autres vidéos YouTube avant pour savoir comment lancer sa chaîne YouTube. Des choses qu'on n'a pas forcément faites, par exemple, ou de ouais, d'avoir, enfin, si typiquement la personne, elle doit monter des vidéos ou en faire, avoir quelques petits skills dès le début de savoir comment faire une vidéo, parce que nous, on a vraiment appris en le faisant, là où peut-être que si on avait peut-être travaillé un peu en amont, on aurait peut-être gagné un peu plus de temps, je sais pas. Enfin, en soi, je dirais pas forcément. Enfin, moi, si je devais refaire la même chose, je pense que je referais un peu pareil parce qu'aujourd'hui, ça nous a appris quand même beaucoup de choses. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu gagner un peu plus de temps, mais peut-être qu'on n'aurait pas eu des compétences qu'on a aujourd'hui, qu'on met en avant. Donc, en soi, ça nous a quand même servi beaucoup de patauger pendant longtemps. Donc, après, voilà. Moi, je dirais surtout le premier conseil, c'est de se lancer, même si tu sais pas, même si tu sais rien faire. C'est juste lance-toi, parce que attendre que tu aies les compétences pour, à la fin, tu trouveras que tu n'as jamais les compétences pour. Donc, en fait, il faut juste se lancer. Pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir, qu'importe ta compétence, il n'y a pas besoin d'en avoir une précisément. Et là, ton message, ça va au-delà de la vidéo, en fait. C'est Ouais, c'est même de au niveau manière. Ouais, ouais, même de manière générale. C'est plus mon côté entrepreneurial. entrepreneuse qui. Ouais, c'est ça, c'est plus mon côté entrepreneuse qui parle, mais le plus dur, c'est de se lancer. Parce que tu as toujours peur du regard des autres. Si t'échoues, tu as toujours peur de ça. Alors qu'en fait, il faut juste te lancer et tu vois comment ça marche, quoi. C'est quoi peut-être pas une journée type, mais une semaine type au sein du crayon? C'est quoi voilà, à partir du moment où vous allez préparer, vous produisez combien de vidéos par semaine? 3? 3 sur YouTube. À une époque, on en faisait une tous les jours. On était un peu taré. D'accord. Aujourd'hui, on en fait 3, mais on publie tous les jours sur les réseaux sociaux, en revanche. Ok. Et du coup, donc, si on reste peut-être un peu plus concentré sur ces 3 vidéos-là, comment ça se passe du moment où vous définissez le sujet que vous allez traiter ensuite, il y a enfin, dis-nous tout. Bah,
généralement, ça, c'est Antonin qui s'en occupe. C'est Antonin, le rédacteur en chef du média. Donc, généralement, il trouve un sujet intéressant ou une personne intéressante à recevoir. Et en fonction de ça, il trouve un sujet qui va avec ou bah, la personne intéressante en fonction du sujet. On contacte la personne, on planifie, on tourne et généralement, ça se publie la semaine d'après ou 2 semaines après s'il y a déjà une vidéo qui était déjà prévue d'être publiée. Et puis ainsi de suite, en fait. Et comme on a 4 formats différents aujourd'hui, on arrive toujours à avoir quelque chose à publier, en fait. Donc, tu dis que vous avez 4 formats différents. C'est quoi? C'est-à-dire, à chaque fois un format d'émission différent. Il y en a un où c'est donc le format de débat, donc le ring, où c'est 2 personnes qui s'opposent avec Valorant qui anime. Il y en a un, D'accord. c'est l'œil pour œil, c'est Antonin qui rentre en contradiction avec l'invité, donc en étant vraiment le rôle d'un vrai journaliste qui rentre vraiment en contradiction. Un où c'est Jules qui fait les bases, où c'est plus un format de vulgarisation où il explique les bases d'un sujet, que ce soit le féminisme. Il y a il a déjà fait pas mal de sujets. Devrait-on débattre avec l'extrême droite? Enfin, pas mal de sujets, etc. Ouais. Et moi, je fais un format au cœur où je vais au cœur d'un sujet avec des personnes qui sont pas forcément en désaccord sur ce sujet-là, mais qui ont un point de vue très différent sur le même sujet. Typiquement, j'avais fait une table ronde sur le viol dans les grandes écoles. J'avais reçu une jeune fille qui avait témoigné de son viol et en face, à droite, j'avais un journaliste qui était devenu un expert sur ce sujet-là du viol dans les grandes écoles, qui avait écrit des bouquins. Et donc en fait, c'est 2 points de vue différents sur un même sujet, mais les personnes ne sont pas en désaccord. Après, là, le format va changer un petit peu, ce format-là, donc on verra comment il va évoluer, celui-là, on va le modifier un peu, mais voilà, c'est ça en gros l'idée des 4 formats. Ok. Et donc du coup, tu disais en moyenne, il y a en gros entre le moment où vous lancez un sujet et le moment où il va être diffusé, c'est une quinzaine de jours. Parfois, ça peut être 2 jours après, D'accord. ça peut être une semaine, ça dépend complètement si on doit être dans le rush ou pas. Ouais, puis il y a certains sujets où vous voulez peut-être coller aussi à l'actualité, j'imagine. Non, ça, nous, l'actualité, Non, on vous n'a le pas. prenez. Non, Ok. ça, parce qu'il y a déjà trop de compétition là-dessus. On laisse l'actualité, il y aura toujours des gens plus rapides et meilleurs que nous pour le faire. Pour l'instant, nous, on s'en occupe pas de l'actualité. Et du coup, pendant les élections présidentielles, comment vous avez couvert ça? J'ai vu que vous aviez eu Fabien Roussel, il me semble. Ouais. Fabien Roussel, on a reçu aussi Jean Lassalle. Mais en fait, très vite, on n'avait pas forcément pour projet de faire quelque chose. Parce que beaucoup de gens pensaient qu'on allait faire quelque chose. En fait, nous, non. On n'est pas un média d'actu. On va pas devenir un média d'actu parce qu'elle est présidentielle. Après, on s'était dit à un moment de faire débattre les candidats, mais le problème c'est que cette année, malheureusement, les candidats ne voulaient pas tellement débattre. Il n'y a même pas eu de débat du premier tour. On avait Jean-Luc Mélenchon qui était d'accord pour venir débattre face à Marine Le Pen chez nous, mais Marine Le Pen ne voulait pas débattre. Donc en fait, on avait contacté les candidats, mais après que ce soit une question de planning ou d'accord ou non en fonction de qui voulait débattre ou non, à la fin on s'est dit ok, on arrête, c'est trop compliqué, c'est trop emmerdant, ils sont trop compliqués. Ils veulent pas parler aux jeunes, ils veulent pas parler aux jeunes, tant pis en fait. Enfin, on va arrêter. Et, Enfin, et- et tu penses que c'est quoi, pourquoi ça a été compliqué pour vous comment dire, de les choper, j'allais dire, c'est un peu trivial. Mais c'est quoi, qu'est-ce qui est frais? C'est YouTube? Vous n'êtes pas assez gros? Non, parce qu'en soi, on en a. Non, non, ça. Alors, on a pensé au début, on s'est dit peut-être qu'on n'est pas assez gros pour eux. Finalement, non, parce qu'on avait quand même des candidats, des gros candidats qui étaient OK pour venir. On avait contacté Pécresse aussi. Et donc, non, non, ça allait. Et même avant leur contact, c'était pas compliqué. Le plus compliqué, c'était de trouver une date. Parce que D'accord. venir 2 candidats débattre à une même heure, un même jour, 2 candidats en pleine campagne, c'était très compliqué. Il y a même peu de grands médias qui ont réussi à tous les avoir. Même, c'est sûr qu'il n'y en a quasiment aucun qui a réussi à avoir tous les médias, tous les candidats. Donc, pour t'expliquer à quel point, en fait, et eux-mêmes, je pense, avaient peut-être peur de débattre l'un face à l'autre aussi, je Peut-être. pense. T'avais des candidats qui étaient tellement bien dans les sondages qui se sont dit pourquoi je vais les débattre et prendre le risque de perdre des voix inutilement. Donc en fait, non, c'était juste une année d'élection. J'étais un peu déçue personnellement parce que j'adore la politique. Je pensais que ça allait être incroyable cette année avec les élections, avec Éric Terrible, Zemmour hein. qui arrivait, tout ça. Mais en fait, c'était nullissime. Il n'y a rien eu de spécial. Tout le monde, en fait, tout le monde s'en fout des élections. Et c'est assez hallucinant. Là, il y a le second tour, personne n'en parle. Là, au sein des jeunes, même sur les réseaux, il y a très peu de gens qui en parlent, à part ceux qui sont vraiment engagés.
Et en fait, tout le monde s'en fout. Les gens parlent plus du temps qu'il fait et de la météo que des élections, quoi. Alors qu'on parle quand même d'élire le président de la République. Donc Ouais. bon. Ouais. Bon, là, on sort un peu du cadre de la vidéo, mais oui, effectivement, je pense que. Enfin, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, pareil, moi, je suis un passionné de politique à la base. Et l'élection présidentielle, c'est un peu. Enfin, on l'attend tous, quoi, quand on s'intéresse à tout ça, etc. Et bon, là, il y a eu plein de facteurs, je pense, qu'on jouait, quoi, entre la situation internationale, un président sortant qui. Mais franchement, je pense que c'est ça. En fait, avec le Covid et ce qui se passe en ce moment avec l'Ukraine et la Russie, je pense que les gens ont psychologiquement vécu des trucs qui les ont tellement choqués, où ils ont dû s'adapter avec le Covid, par exemple, et avec la guerre, c'est quand même une guerre. Enfin, on parle peut-être de la Troisième Guerre mondiale. Donc, en fait, du coup, pour eux, les élections, ça devient quelque chose pas si important que ça. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que les gens s'en foutent un peu plus. Peut-être aussi. Parce qu'avec le Covid, on a quand même vécu une pandémie mondiale. Aujourd'hui, on parle d'élire un président. Je pense que les gens maintenant se disent c'est peut-être pas aussi important qu'à l'époque où on en parlait il y a 5 ans ou même il y a 10 ans, parce qu'on n'avait pas vécu des choses comme ça depuis longtemps, en fait. Donc, peut-être ça aussi qui a dû jouer. Mm. Si on se recentre un petit peu sur YouTube, donc tu as parlé de la phase d'édito, la phase technique, où bah, au final vous y avez été au feeling, quoi, vous avez appris. Je pense que sur YouTube, c'est peut-être pas mal aussi de parler un petit peu de tout ce qui va être référencement vidéo. YouTube est quand même une plateforme où il y a des petites astuces quand même à connaître au début pour bien publier sa vidéo. C'est quoi ton sentiment là-dessus? Bah, déjà, il faut toujours il faut avoir une certaine récurrence. Sinon, le reach te tue. Si tu n'as pas de récurrence, si mettons tu publies toutes les semaines, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, mais d'un coup tu arrêtes pendant 2 semaines, après pour reprendre un bon reach, t'es mort en fait. Parce que tu vas mettre D'accord. du temps à reprendre un bon reach parce que comme la plateforme était habituée à ce que tu publies souvent, si d'un coup tu arrêtes, ils vont un petit peu te striker dans l'algo. Il y a aussi l'idée faut absolument mettre un bon titre qui fait cliquer parce que sinon, parce que ça génère plus de clics, ça forcément. Mais ça, les gens n'y pensent pas forcément, mais le titre est super important pour que les gens cliquent dessus, enfin pour que les gens voient la vidéo. Également, j'avais un autre point, mais j'ai oublié. La miniature peut-être? Oui, ça aussi, c'est important d'avoir une belle miniature, je suis d'accord. C'est pas le plus important, mais c'est important. Un titre accrocheur est plus important qu'une miniature, ça c'est sûr. Mais la miniature, évidemment, joue aussi, quelques hashtags, etc. Et faire attention aux mots que tu emploies dans les titres, si c'est des mots qui peuvent être risqués d'être strikés par YouTube, parce que c'est des mots peut-être trop engagés ou trop durs à entendre, et mettre une étoile à la place d'une des lettres, pour pas que l'algorithme le voit, mais C'est quoi? T'as un exemple? bah, typiquement, le mot viol, je pense pas que YouTube mette en avant une vidéo qui parle de viol parce qu'ils savent pas forcément le contenu de ta vidéo et qu'ils n'ont pas le temps de checker. Donc, en fait, s'il y a le mot viol, ils vont directement te la striker en attendant que quelqu'un regarde la vidéo et voit si c'est publiable, en fait. D'accord. Des mots comme ça, typiquement aujourd'hui, je sais pas, tu parles d'Ukraine, je pense que le mot Ukraine ou Russie doivent peut-être être strikés par l'algorithme aussi, en fait, avec l'actu tout ce qui se passe. Ah oui, et aussi les vidéos longues. Aujourd'hui, YouTube favorise les vidéos longues, Ouais. étrangement. Mais oui, et les shorts aussi. Les shorts marchent super bien sur YouTube. Allez. C'est l'équivalent d'un réel quoi, sur Insta ou Mm, TikTok. mm. Ça marche super bien. Ça, pour faire grossir une chaîne au début, c'est génial. C'est pas un contenu vraiment adapté pour YouTube, dans le sens que quand tu vas sur YouTube, c'est pour voir des vidéos de minimum au moins 5 minutes. Mais en fait, YouTube met en avant les shorts dans l'algo pour un peu, je pense, concurrencer les autres plateformes. T'as dit plein de choses intéressantes. Alors les vidéos longues, moi je me suis un peu documenté là-dessus. En fait, c'est qu'en gros, l'intérêt de YouTube, c'est que bah, quand on est sur YouTube, qu'on y reste le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça que l'algorithme a tendance à favoriser les vidéos longues, parce que si ce sont des vidéos qui sont réussies, qui plaisent, bah, forcément c'est mieux Enfin, il préfère que tu gardes ton audience 10 minutes que 3 minutes, quoi. Parce que vous êtes sur des formats assez longs, vous? Ouais, ah ouais, non, on fait des vidéos assez longues. On fait ouais, en moyenne 30 minutes. Enfin, t'as des formats qui font 50 minutes et t'as d'autres formats qui en font 15, mais en moyenne, on est assez long. Ok. Et donc, tu parlais des hashtags. Donc, tu nous dis, effectivement, c'est important de mettre les hashtags. Donc, c'est les tags même sur YouTube. Mais Euh, c'est pas le plus important, en fait. En ok. fait, c'est important, mais c'est pas ça qui va changer toute la visibilité de ta vidéo. En revanche, un bon titre, pour moi, le titre, c'est super important. Parce que c'est ça qui fait que les gens vont cliquer. Et après, il y en a qui restent ou non.
mais psychologiquement, le premier truc qui fait que les gens vont s'intéresser à ta vidéo, c'est le titre. Et est-ce que vous avez une démarche, même avant ça, pour choisir le sujet en fait? Est-ce que, bon, ma question est peut-être un peu impertinente, quoi, mais est-ce que quand vous êtes en réunion, en conf de rédaction, etc., dans votre choix de sujet, vous vous dites aussi, bah, est-ce que ça va marcher sur YouTube? Non, pas forcément pour le sujet, par contre pour le choix d'invité, oui, bien sûr. D'accord, ok. On sait on s'adresse quand même à un public des 18-25 ans, donc si on reçoit quelqu'un qui a entre 70 ans et 90 ans, sauf si c'est quelqu'un de vraiment très connu, ça va peut-être un peu moins intéresser les personnes qu'on a. Après, généralement, non, généralement, oui. Après, en soi, non, les sujets, ça va. Parce que dans tous les cas, on essaie de trouver des sujets intéressants. Donc, si c'est intéressant, qu'importe la plateforme, ça devrait plaire. Mais après, encore une fois, oui, après, de toute façon, plus tu as un invité qui est connu, plus ça plaît, hein. D'accord. Donc vous, vous êtes plus dans une démarche, effectivement, enfin, votre première approche est très journalistique. Et après, en fait, une fois que vous avez choisi votre sujet, comment on va le rendre sexy pour YouTube, quoi, quelque part. C'est un petit peu ça. Ouais. Ok. Après, on s'adapte pas forcément, enfin, on fait pas tout ça pour YouTube, mais c'est plus est-ce que ça va plaire aux gens qui regardent que est-ce que ça va bien aller sur YouTube. Mais enfin, en soi, l'un il y a l'autre, mais tu vois ce que je veux dire. Ok. Et du coup, donc tu as commencé à nous parler des shorts. Donc c'est quoi comment vous, au niveau de votre stratégie, vous mettez ça en place? Parce que pour le coup, effectivement, enfin, les deux sont sur YouTube, mais c'est une approche totalement différente. Bah, nous, les shorts, on prend des extraits des vidéos qu'on a publiées sur YouTube et bon, on les publie en short. Donc, Et en mode quoi? En mode teasing pour annoncer la vidéo principale non, ou... pas en mode teasing, en mode on publie la vidéo et après on met un short 1 ou 2 semaines après sur la vidéo d'un moment qui a été très intéressant et voilà. Et après ça renvoie à la vidéo. Ok. Et si on revient un petit peu à vos invités, ouais, enfin, vous avez quand même eu des invités assez marquants. Bon, t'en as cité certains. Vous avez Rachida Dati. D'ailleurs, t'as un souvenir, si tu devais retenir un seul invité? On me la pose à chaque fois cette question et c'est vrai qu'à chaque fois c'est compliqué parce que Ou que t'as préféré rencontrer, interviewer? alors aujourd'hui tu me poserais la question, je te répondrais par rapport au moment où on l'a reçu parce qu'aujourd'hui forcément je ne penserais pas forcément la même chose, c'est-à-dire que à l'époque quand on s'est dit qu'on allait recevoir Rachida Dati, moi, tu me dirais ça aujourd'hui, je réagirais pas aussi, enfin, je serais pas peut-être pas aussi contente qu'il y a un an quand on l'a reçu parce que je me disais c'est énorme, on sent Rachida Dati. Enfin, à l'époque, tu es tout contente, que tu dis c'est un premier gros invité, c'est trop cool. Aujourd'hui, tu me dis je reçois Rachida Dati, je trouverais ça limite normal. Mais du coup, je pense que la personne en soi, je pense que c'était ouais, peut-être Rachida Dati à l'époque. J'ai adoré recevoir aussi Nicolas Dupont-Aignan. Pas pour les idées, etc. Ça, limite, je m'en fous, mais juste pour le côté de me dire on reçoit un candidat à l'élection présidentielle, en fait, que toute la France voit très bien qui c'est. Donc, ça, c'était sympa aussi de me dire, qui en plus est très sympathique, alors qu'à l'écran, tu le vois moins. Mais en fait, enfin, plus une personne, j'ai adoré voir que les politiques, en fait, sont tous hyper sympas. Très différents tous, mais en fait, ils sont hyper sympas, ils sont pas du tout aussi froids qu'ils le paraissent, certains. Et donc, ça, c'est génial, en fait. Tu vois, par exemple, Jean Lassalle, il a fait un câlin à mon frère en lui disant que mon frère ressemblait au petit prince. Ça, enfin, tu vois, c'est énorme, tu vois, ça n'a aucun sens. C'est génial, c'est des moments vraiment géniaux qu'on a vécu. Cédric Villani aussi, qui est un homme brillant, j'avais adoré parce on a une autruche empaillée à la maison parce que là on tourne, c'est chez Valran et moi et c'était énorme parce qu'il voit l'autruche et la première réaction c'est il me demande son prénom. Il n'y a que Cédric Villani pour me penser que l'autruche a un prénom. L'autruche a un prénom, une autruche empaillée, tu vois. Mais le fait que de voir Cédric Villani, quand même, qui est quelqu'un de très connu, très brillant, qui, le premier truc, quand il arrive, il lui a fait une fixette sur l'autruche. Enfin, c'est des scènes, c'est des souvenirs qui sont énormes en soi, tu vois. C'est des trucs qui te marquent quand même. Et du coup, pour mener une interview, parce que c'est pareil, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Peut-être quelque chose qui a... Pardon? Ça s'improvise de plus en plus, je t'avoue. Mais pareil, peut-être que ça a peut-être été parfois intimidant au début quand tu reçois des têtes d'affiche, etc. Comment t'as réussi à gérer ça? Hyper stressant. Ça, c'est vrai que c'est hyper stressant. La première, t'es paniqué, t'as un peu préparé des questions, mais t'es complètement paniqué. Et après, au fur et à mesure, tu l'es de moins en moins. Mais en soi, je pense que c'est le fait de préparer qui faisait qu'on était de moins en moins stressé.
Après, aujourd'hui, c'est vrai que par exemple, il y a des. Moi, j'y vais toujours au feeling au cœur. Forcément, les formats qui nécessitent le plus de préparation, je dirais que c'est celui de Jules, vulgarisation forcément, et Antonin, œil pour œil, parce qu'Antonin, il doit vraiment trouver des petites questions, des sujets sur l'invité en face. Là où Valorant, le ring, généralement, c'est des sujets où il s'y connaît déjà assez bien. Donc, en fait, il pose des questions en fonction des invités, en fonction de l'interaction des invités sur le moment présent, qui fait que ça fait vraiment l'impression de la question qui se pose. La personne qui regarde le débat aurait pu se poser la même question au même moment. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment pour rendre ce côté beaucoup plus proche des spectateurs. Et moi, j'y vais assez au feeling parce que moi, c'est vraiment un format hyper émotionnel, les sujets que je fais. Et donc, je préfère. Et comme moi, je fonctionne énormément à l'émotionnel, j'adore aussi y aller assez au feeling sur le moment que de préparer plein de questions à l'avance, qui en fait, je dis même pas 30% des questions que j'ai préparées. J'ai l'impression, que je me suis documenté avant qu'on discute, qu'on se rencontre, j'ai l'impression qu'en fait vous avez chopé assez rapidement quand même des invités qui avaient un minimum de notoriété, ce qui peut paraître super quoi. Enfin, comment vous les contactez et comment vous avez réussi à paraître au final crédible en fait quelque part dès vos premiers mois en fait. Au tout début, je ne sais plus comment on avait reçu la première grosse personnalité, j'aurais dit, c'était Jordan Bardella qu'on avait Ouais. reçu. Et après, on avait reçu Bellamy aussi dans la foulée. Mais même si aujourd'hui, Bardella, je pense, parle plus aux gens que Bellamy avec tout ce qui se passe. Mais je sais plus, on avait contacté au culot, je sais plus comment il avait dit oui à l'époque. C'était vraiment le culot. Et en fait, à chaque fois, comme ça se passe toujours très bien avec les invités, on n'a jamais vraiment eu de problème spécifique parce qu'en fait, comme on est neutre, à la fin, quoi qu'on poste ou qu'importe les résultats de la vidéo, dans le sens les commentaires négatifs, positifs ou qu'importe, les gens ne nous remettent pas la faute dessus parce qu'ils savent que nous, on est neutre. Et comme on retranscrit exactement l'interview comme elle s'est passée, après, il n'y a pas de montage bizarre ou de trucs qu'on traficote, ce qui fait que l'invité, à chaque fois, même si ça se passe mal avec les commentaires où il y a des bad buzz ou qu'importe, l'invité ne nous remet jamais la faute dessus parce qu'ils savent très bien que nous, dès le début, on a dit qu'on les recevait, ils parlent et après, voilà. Et donc, en fait, comme tout se passait toujours très bien et que nous, on est quand même une équipe de jeunes, donc en plus, ils parlaient avec des jeunes, on était toujours bienveillants à leur égard, qu'importe l'invité, toujours hyper accueillant, très sympa. Ce qui fait qu'à chaque fois, je pense qu'ils comme l'expérience se passait bien pour eux, après ils nous recommandaient à d'autres politiciens à qui on demandait le contact et ainsi de suite en fait. Donc ça s'est fait comme ça au début. C'était vraiment du bouche à oreille, je pense, en interne. On demandait le contact à Bardella. Par exemple, je sais pas, on demandait le contact à Bardella de telle personne qu'on veut recevoir, il nous le donne et après et ainsi de suite. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui on n'a plus besoin de ça. Mais à l'époque, c'était vraiment comme ça. C'était vraiment je pense, le professionnalisme qu'on n'avait pas forcément de rendu de vidéo, mais sur le moment du tournage et le côté humain qui était assez fort. Qui t'aimerais recevoir que t'as pas encore reçu? Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Ah ouais, ouais. Peut-être les deux en même temps. Peut-être les deux en même temps. J'adorerais. Ouais, non, j'adorerais parce que Macron, il est quand même président de la République, donc recevoir le président. Voilà. Et Nicolas Sarkozy, parce que dans les interviews qu'il faisait, c'était un sacré phénomène. Et il a une manière de parler, on dirait un peu une pièce de théâtre. Il a un côté un peu théâtral que j'adore. Et que du coup, encore une fois, qu'importe ses idées, moi, c'est vraiment le personnage qui me fait trop rire. Forcément, ça doit être hyper intéressant de le recevoir. En plus, ça a été un ancien président. Donc, il a eu beaucoup de casseroles. Donc, ça doit être aussi intéressant pour ces raisons-là. Donc voilà. Je crois que vous n'êtes pas. On va parler un petit peu juste après de les autres endroits où vous êtes à part YouTube. Je crois que vous n'êtes pas. Vous n'avez pas de format audio. Non. C'est une volonté. Ouais. Pas de. On travaille sur toutes les plateformes qu'on ne va pas Ouais, aller sur des podcasts. En plus, tout le monde fait des podcasts aujourd'hui, audio. On ne peut pas aller conquérir ce terrain-là. Nous, on est très bien. On a un énorme boulevard devant nous. On est très bien tout seul. On n'a pas besoin d'aller gratter dans d'autres terrains. Les gens font très bien des podcasts. On n'a pas besoin de se mettre là-dessus. Ok. C'est pas là où on a une grosse valeur ajoutée, on va dire. Donc, on laisse ces compétences-là aux gens qui sont faits pour ça. Nous, on est très bien sur YouTube. De toute façon, il vaut mieux être sur moins d'endroits mais y être à fond qu'être être partout tout de suite, quoi. Et du coup, donc au-delà de YouTube, vous êtes sur TikTok. J'ai 17 000 abonnés, je crois.
Je sais plus, je t'avoue que je ne vais pas souvent. Ouais, non, j'ai regardé tout à l'heure. Comment ça se passe sur TikTok? Parce que c'est quand même un réseau social dont on entend de plus en plus parler. C'est comme le concept des réels Instagram en fait. Le réel que tu publies sur Instagram, tu publies le même sur TikTok. Et comme c'est deux cibles différentes, t'as des réels qui explosent, d'autres qui explosent pas. Enfin, ça dépend complètement. Franchement, TikTok comprend l'algorithme, personne ne le comprend. Et juste, tu postes un truc à n'importe quelle heure de la journée et 2 jours après, il peut exploser, comme il peut exploser l'heure d'après. Enfin, c'est pas comme Insta où si dès la première heure, t'as pas un nombre de likes ou de vues minimum, ton truc, il va pas exploser. Sur TikTok, il peut exploser à n'importe quel moment. Personne ne comprend comment fonctionne l'algorithme. Je pense qu'ils font exprès aussi pour faire en sorte que les gens publient énormément pour essayer de le comprendre. Mais TikTok, c'est un vrai mystère. Je pense quand même que c'est mieux de publier le soir sur TikTok, mais à chaque fois, les vidéos qui explosent, des vidéos, on n'aurait jamais pensé qu'elles exploseraient. Donc, bon. D'accord. Donc TikTok, franchement, n'importe qui peut s'y mettre et poster à n'importe quelle heure de la journée sa vidéo. C'est pas ça qui va faire en sorte qu'elle prenne ou non. C'est vraiment un pur hasard en vrai. Mais c'est quand même un format sur lequel vous misez, parce que c'est quand même un réseau social dont Là, tout le monde parle. on publie des réels dessus, ouais. Ah ouais. Du coup, des vidéos qu'on fait. D'accord. Mais alors, en fait, ouais, vous faites vos reels, enfin vos réels Instagram avant TikTok, avant de les faire sur TikTok. Ouais. C'est original. Généralement, c'est plutôt l'inverse. Parce que TikTok a quand même été le premier en fait sur les vidéos courtes verticales. Et moi, la plupart des personnes, enfin des professionnels avec qui je travaille, eux, ils font l'inverse pour le coup. Ils sont sur TikTok et Pour nous, Instagram, t'es plus crédible quand t'as des abonnés sur Instagram que quand on a sur TikTok, en fait. Parce que sur TikTok, les gens s'abonnent très facilement. C'est facile. T'as pas ce côté vitrine de je donne mon abonnement. Sur Instagram, les gens ont du mal à donner leur abonnement. Ils le donnent vraiment pour vraiment une bonne raison. Donc pour nous, Instagram est plus important. Et surtout qu'Instagram, tu peux mettre des stories, tu peux faire des. Enfin, c'est beaucoup plus. C'est plus simple pour nous d'être sur Instagram que TikTok. Et puis surtout, la cible de gens à qui on s'adresse, c'est plus sur Instagram. TikTok, c'est quand même. Les gens sont un peu plus jeunes que sur Instagram. Donc voilà. très bien. Non, mais c'est intéressant. C'est une approche c'est pas l'approche qu'on entend le plus de TikTok. Donc On est plus un média aussi que des influenceurs ou que des créateurs de contenu. Donc c'est peut-être aussi pour ça que on fonctionne différemment des autres. Mais bon. super. Euh, Du coup, vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui? Vous êtes toujours les quatre ou vous avez élargi un petit Là, on peu? doit être une 12-15, un truc comme ça. D'accord. Et est-ce qu'il y a un modèle économique autour de tout ça? J'imagine que oui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour développer des sources de financement? Vous avez des salariés? Oui, ouais, ouais. On a 3 CDI, je crois. D'accord. Je sais plus. Mais oui, ah bah on s'est dit, on a réalisé qu'on a énormément de contacts et de gens avec qui on s'entend très bien avec le média. Et donc, en fait, aujourd'hui, on est payé pour mettre en relation les gens, pour faire se rencontrer les gens. Je sais pas, mettons, un entrepreneur a besoin de promouvoir son projet avec un influenceur, bon, on le met en contact avec l'influenceur. Des boîtes qui ont besoin de conseils en stratégie digitale ou en UX, enfin tout ce qui est expérience utilisateur par rapport à un projet qu'ils lancent ou par rapport à leur boîte, ils nous contactent et on fait des stratégies pour eux. On fait de la relation presse aussi avec des entrepreneurs principalement. Donc voilà, c'est un peu ça globalement le business model, mais euh, mais c'est vrai que, en fait, c'est juste qu'on a voulu mettre en avant les compétences qu'on a apprises sur le tas avec le crayon. Donc typiquement, tout ce qui est faire des stratégies pour faire exploser un projet ou pour rendre enfin, pour faire des opérations coup de poing qui fait qu'un jour précisément, on va faire toute une opération autour d'un post ou d'une publication qui va faire exploser l'appli, enfin, qui va faire exploser la publication ou le post de la boîte avec laquelle on travaille, par exemple. Enfin, tout ce qu'on a appris, on le met en avant, en fait, et on le met sur le tas pour nos clients. Et puis tout le réseau qu'on s'est fait forcément avec le média, et bah, du coup, cette partie aussi de business, on le met en avant aussi pour se faire se rencontrer les gens. Et voilà. Ok. Et au niveau de YouTube, il y a une monétisation qui est en place vraiment sur le média?
Alors, il y en a une, mais elle est très faible. YouTube, elle est quand même D'accord. faible. Sinon, je pense que tout le monde se lancerait sur YouTube. Mais oui, elle est très faible. Elle est de même pas un SMIC par mois. Parce que je sais pas comment ils font. Je crois que c'est 0,001 $ pour. Je sais pas comment ils font, mais c'est super faible. T'as beau faire 500 000 vues sur une vidéo, c'est pas ça qui va te rapporter des milliers d'euros, quoi. Donc, donc ça m'intéresse ça, parce qu'on entend quand même très souvent des discours un peu élogieux en disant on monte une chaîne YouTube et on va réussir à en vivre. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Non, tu peux pas en vivre. Honnêtement, sauf si tu fais des millions de vues par mois, tu peux pas en vivre. Non, Ouais, ça c'est faux. ça c'est intéressant. Super, bah, on arrive tranquillement le temps passe hein, à la fin de cette discussion. C'est quoi la suite? C'est quoi les prochains mois pour vous au sein du Crayon? Vos prochains projets? Bah, c'est juste continuer à se développer à fond sur le média. On a ouvert deux autres branches il y a quelques mois, le crayon business et le crayon pulp. Parce que là, sur le crayon, c'est plus société politique. Donc, on a ouvert un petit bébé crayon business et un petit bébé crayon. Donc, pulp, c'est tout ce qui est divertissement, culture, etc. Donc, c'est de développer tout ça. Et puis, nous-mêmes, la partie agence va se développer aussi. On est sur un projet en ce moment, mais je ne peux rien dire pour le moment parce que c'est pas encore rendu public. Mais voilà, c'est juste continuer à se développer, grossir la boîte. Nous-mêmes, on développe nos comptes personnels en enfin mes trois associés et moi, en faisant des vidéos de conseils ou de recommandations ou d'analyses sur différents sujets. Donc voilà, c'est de continuer tout ça. Pourquoi justement, pourquoi ça c'est super intéressant aussi. Pourquoi au-delà de ce que vous faites avec le crayon, vous tenez aussi à développer vous vos comptes perso, c'est le personal branding. Ouais. Bah parce que l'objectif avec le crayon, c'est de devenir un multi-channel network. Ouais, C'est comme ouais. ça, ouais. Mhm. Donc, c'est vraiment de développer plein de sujets, de compétences différents pour le public. Typiquement, en plus du coup du crayon, Valran, lui, il parle beaucoup d'entrepreneuriat et de business sur son compte. Moi, plus d'intelligence sociale, émotionnelle. Jules, de recommandations de livres, de bouquins, de vidéos intéressantes, je veux dire, pour se cultiver. Et Antonin, c'est plus des vidéos un peu philosophiques, etc. Donc, c'est vraiment l'idée de développer plein de. Comme ça, sur le crayon, tu as politique, société, business et culture. Et nous, on apporte nos petits compléments de sujets à tout ça, en fait. Et du coup, ça doit vous prendre un temps fou. Ça prend. En fait, aujourd'hui, ça prenait du. Enfin, au début, je mettais 1 heure et demie à faire un réel. Aujourd'hui, je le fais en 5 minutes. Mais ça prenait du temps. En plus, il faut publier sur LinkedIn aussi. Enfin, ça prend du temps de développer ton personal branding. Donc, ça, c'est sûr. Après, surtout trouver des idées de sujets, etc. Ça prend du temps. Et du coup, toi, donc vraiment, pour le coup, toi, Sixtine, t'as toujours été à l'aise avec la prise de parole face caméra ou ça a été quelque chose de compliqué au début? Oui, ça va. Un peu gêné au début parce que tu te trouves jamais bien avec ta voix. Ta voix, tu la reconnais pas ou ta tête, tu dis ah bon, je me sens vraiment à ça. Après, parce que tu ne vois jamais de la même manière que comment les autres te voient. Mais sinon, aujourd'hui, oui, on est très à l'aise. Parce que c'est important aujourd'hui d'être capable enfin, d'incarner le propos, de se mettre en scène, c'est peut-être pas le bon mot, mais d'être prêt, voilà, comme tu dis, à choper ton téléphone, à tourner un Reels et à le mettre en ligne. Je n'ai jamais été gênée de montrer ma tête sans filtre ou pas trop maquillée. Ça, à la limite, je m'en fichais. C'était plus vraiment au tout début du crayon, à la vraie caméra, là où au début, j'étais un peu stressée. Aujourd'hui, c'est comme sur les réseaux. Enfin, je peux mettre une photo de ma tête sans filtre, sans retouche, rien, je m'en fiche complètement. C'est vrai que c'est très compliqué. Je le vois bien qu'il y a des influenceuses, même très connues, qui mettent encore des filtres. Tu vois bien que c'est vrai que c'est compliqué de s'assumer sur les réseaux sans rien, parce que tout le monde retouche toujours tout. Mais en fait, j'ai remarqué que les gens t'apprécient encore plus quand tu es naturel que quand tu ne l'es pas, en fait. Et les gens même te trouvent encore plus beau ou plus belle quand tu es naturel que quand tu retouches toutes tes photos. Donc, C'est en bien, fait, comme on a compris ça, on s'en foutait complètement. c'est Puis en soi, encourageant. ce qu'on fait, c'est pas pour que les gens nous trouvent beaux, mais qu'ils nous trouvent plutôt intéressants ou pour apporter quelque chose. C'est pas pour. Si on voulait devenir mannequin, on n'aurait pas fait ce métier-là. Du coup, on s'en fiche que notre physique plaise ou non. C'est pas vraiment l'objectif, quoi. Donc, On comme on l'a dit, compris, bien sûr. On dit souvent qu'en fait, plus tu es populaire, plus tu développes ta communauté, plus le nombre de haters augmente avec. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes confronté ou ça va?
Non, pendant longtemps, avec le crayon, les seuls petits retours qu'on avait négatifs, c'était des gens de droite disaient qu'on était de gauche, les gens de gauche disaient qu'on était de droite. Aujourd'hui, du coup, bon, nous, quand on avait dit ça, c'était pas vraiment des critiques. Pour nous, c'était parfait, on a réussi ce qu'on voulait faire, parce que si à gauche on trouve qu'on a droite et inversement, c'est qu'on a réussi. Aujourd'hui, les gens ont vraiment bien compris qu'on était neutre parce que on a plus quand on sort une vidéo avec quelqu'un qu'on a reçu qui est à l'extrême droite, les gens de gauche ne nous emmerdent plus avec. Et inversement, qu'on reçoit quelqu'un d'extrême gauche, les gens de droite ne nous emmerdent plus avec parce qu'ils ont vraiment compris qu'on était neutre et qu'on recevait tout le monde. Maintenant que le message est passé, on n'a plus vraiment de retour négatif. En fait, c'est vraiment ce que je te disais par rapport aux invités aussi, c'est que même s'il y a des gros bad buzz sur les invités, on n'a pas, enfin, c'est l'invité qui subit quelque chose, mais nous pas vraiment parce que tout le monde sait qu'on est neutre et qu'on reçoit tout le monde. Donc en fait, personne après nous reproche quoi que ce soit. Parce que les gens ont compris que c'était ça le principe du crayon, c'est de réunir tout le monde et de recevoir tout le monde. Donc au bout d'un moment, après, les gens ne nous en veulent pas. Et puis nous-mêmes, sur nos vidéos personnelles, on n'exprime pas tellement nos opinions précises sur des sujets, donc on n'a pas vraiment reçu de haters. Après, on en recevra sûrement un jour, hein, ça j'en doute pas, parce que c'est sûr que plus tu as des abonnés, plus tu as des haters, il y aura toujours des gens pour te critiquer, qu'importe sur quoi. Mais après, on a les reins plutôt assez solides maintenant, donc voilà. C'est quoi ta vision de l'audiovisuel dans 10 ans? Tu penses que la vidéo va continuer à asseoir sa prédominance? Tu parlais un petit peu de Web3 tout à l'heure en intro. En gros, toi, le crayon dans 10 ans, il devrait ressembler à peu près à quoi? Peut-être que le crayon dans 10 ans sera dans le métaverse. Oui, sans doute. J'espère. Non, je pense que dans 10 ans, il y aura toujours des vidéos. Ce sera toujours hyper exploité. Après, peut-être qu'il y aura d'autres trucs qui vont se créer, je sais pas. Peut-être des vidéos beaucoup plus complexes que ça. Puis il y aura une qualité incroyable dans 10 ans, je pense, de vidéos. Mais la vidéo existera toujours. Ça, dans 10 ans, c'est sûr. Après, tout ce qui est Web3, Metaverse, NFT, ce sera devenu, je pense, quelque chose de normal dans 10 ans complètement. Aujourd'hui, il y a des spécialistes qui disent que le Web3 n'est pas encore là, alors que tout le monde en parle, mais qu'il n'est pas vraiment encore là. Mais bon. Je sais pas, je t'avoue que j'ai un peu de mal à savoir. Je m'y connais pas assez déjà pour m'exprimer là-dessus, mais en tout cas, en termes de vidéos, ça, je pense qu'on en sera. Les vidéos existeront toujours dans 10 ans, ça c'est sûr et certain. On a mis trop de temps à arrêter de vraiment lire sur du papier, entre guillemets, donc je vois pas pourquoi la vidéo aurait existé que 30 ou 40 ans. Pour moi, ça va vraiment durer beaucoup moins longtemps que ça. Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui veut entreprendre dans l'audiovisuel? Euh, de s'associer avec quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en termes de montage. Ah, quand même. Non, mais parce que oui, moi, j'irais la personne de se lancer quoi qu'il arrive, mais si la quelqu'un dans son entourage qui veut se lancer avec et qui s'y connaît, c'est un petit plus, c'est sûr. Mais surtout, enfin, après, c'est aussi parce que se lancer avec quelqu'un avec qui vous avez des compétences complètement différentes, c'est mieux parce que chacun apporte quelque chose. Mais moi, je dirais surtout, c'est de se lancer de manière générale, en fait. En réfléchissant, mais pas trop. Bah si, en réfléchissant, mais faut pas toujours avoir besoin d'écouter, de demander à 15 000 personnes différentes si c'est une bonne idée ou non, juste d'y aller et puis tu vois quoi. Super. Je te remercie beaucoup, Sixtine. Dernière question, si je devais, si tu avais un ou une invitée à me recommander qui pourrait échanger avec moi sur cette thématique vaste de l'entrepreneuriat dans l'audiovisuel, qui tu me conseillerais? Dans l'audiovisuel, sinon j'aurais eu. Ou plus largement, hein, mais... De manière plus générale, je t'aurais dit Antoine Godefroy de Slick, qui a fondé Slick, l'agence des TikTokers. Après, ils sont pas tellement dans l'audiovisuel. Enfin, ils sont audiovisuels, mais pas vraiment YouTube. Ils sont vraiment plus réseaux sociaux, parce qu'ils travaillent avec des TikTokers. Mais ils font pas vraiment de vidéos. Sinon, je te dirais en vidéo, peut-être Thibaut Jabour de Socrate, qui est le futur réseau social européen, qui est une plateforme où il y aura qui va pour de devenir le futur réseau social, de la connaissance en fait principalement, et eux et donc ils vont créer sur leur application en fait tu donnes des cours en vidéo, etc. Ça pourrait être assez intéressant. Sinon là tout de suite avec l'audiovisuel, Non, mais là, c'est déjà pas mal, hein. Et puis, Antoine Godefroy, je le connais, enfin, pas personnellement, mais je vois bien qui c'est, et ça collerait parfaitement. j'ai très sympa. Ouais, mais je l'ai entendu récemment d'ailleurs sur un podcast
de Flavie Prévost, je crois. Mais c'est ça, je pense qu'ils font en plus. Donc, Ouais, puis ils ont été précurseurs, ils ont créé leur boîte pendant le confinement, ils ont chopé leurs premiers clients alors qu'on était tous confinés, etc. ouais, Ils ont... non, eux, ils sont très forts, ouais. Ouais, ouais. Bon, Ils bah, sont indépendants en plus, donc, ouais. J'ai noté, je les contacterai. Si les gens veulent te contacter ou te suivre, c'est quoi le réseau social numéro un? Bah, c'est le Crayon Média sur tous les réseaux, et moi, à titre personnel, c'est 16MB, comme Moulet Berthaud. Donc, Sur Instagram? tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, non, Twitter, je sais pas vraiment. Instagram, TikTok, principalement, surtout Instagram. Et pour le crayon, c'est partout. Super, Twitter, LinkedIn. la totale. Merci beaucoup, Sixtine. Merci beaucoup à toi, Jocelyn. À bientôt. À bientôt.